le la tradition, c'est l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur la mise en œuvre des différents chantiers de son programme, mais aussi évoquer les grandes priorités pour les mois et années à venir. Monsieur le Président, merci d'avoir agréé notre requête pour cet entretien que nous conduirons avec nos confrères Kader Idi de la télévision Amfani et Moustapha Zongoma de la télévision Bonferré. Première question, Monsieur le Président. On sait que la sécurité est au cœur des préoccupations de nos pays, et singulièrement ceux de l'espace sahélien. Et tout récemment, Barkhane s'est réengagé pour continuer à aider nos forces, alors qu'une certaine opinion s'insurge contre cette présence qu'elle juge inefficace, puisque les attaques continuent. Alors, Monsieur le Président, que répondez-vous à cette opinion? Moi, je suis sûr que si nous étions dans une situation où, par nos propres forces, on était en mesure de faire face efficacement au défi du terrorisme, nous n'aurions pas songé à faire recours à qui que ce soit. Et certainement que personne ne nous aurait proposé ce service. C'est parce que, très objectivement, nous avons compris que notre système de défense est lacunaire en certains de ces aspects, que nous avons eu besoin du concours de partenaires. Et plus précisément, aujourd'hui, nos capacités aériennes sont vraiment faibles, ainsi que nos capacités de renseignement. Ça a besoin d'une technologie qui n'est pas pour le moment à notre portée parce que son coût financier est très élevé. Et pour cette raison, nous avons, au nom de la responsabilité qui est la nôtre, d'assurer de façon optimale la sécurité de nos populations, demander la contribution de partenaires et l'accepter lorsque elles nous l'ont offerte. Voilà, terre à terre, de quoi il est question. Durant ces 100 premiers jours, vous avez déjà amorcé ce processus de retour des populations, notamment dans la région de Difa, où vous y étiez. Sur place, vous avez déjà eu à expliquer votre politique en ce qui concerne la région de Difa. Qu'en est-il de la région de Tillabéri, où là aussi, durant ces 100 premiers jours, vous avez déjà posé des actes? Qu'est-ce qui est prévu pour pouvoir sécuriser les populations et éventuellement faire en sorte que l'économie de cette région puisse redémarrer? Nous avons des situations sensiblement différentes à Difa et à Tillabéri. À Difa, il y a eu des populations très nombreuses, plus de 100 000 déplacés internes, donc plus de populations nombreuses qui se sont déplacées, qui se sont installées hors de chez elles. Et c'est depuis 2015 pour certaines, 2016 pour la plupart, 2017 par la suite, et ainsi de suite. À Tillabéri, nous n'avons pas eu un mouvement de déplacement et de fixation définitif de population sur des sites hors de leur terroir, sauf de nombreuses populations de la commune de Inates qui se sont basées à Ayoru. Nous en estimons le nombre à 15 000 à peu près. Toutes les autres populations, elles ont connu des déplacements mais qui n'ont pas duré, et en particulier cette année. Dans l'Anzourou, nous avons réagi rapidement pour les ramener et les sécuriser. Elles sont sécurisées. Il y a eu beaucoup de tentatives d'agression et de violence contre elles, auxquelles nous avons paré grâce au dispositif que nous avons mis en place de façon durable. Nous avons dans les Armaganda, dans certaines communes, Tondikiwindi, à Banibangou, également des populations qui se sont déplacées aussi, mais que nous avons ramenées. Nous les avons toutes ramenées. Nous avons eu des déplacements du côté de Gorouol, à Terra. Là également, nous les avons ramenés. Parce qu'il y a la saison de pluie qui approche, il fallait que ces populations retournent chez elles pour s'adonner à leur activité économique principale, qu'est la culture pendant ces saisons d'hivernage. Il ne nous reste que la population d'Inates, que nous n'avons pas ramenée, pour laquelle nous n'avons pas malheureusement encore un calendrier, simplement parce que nous estimons que nous n'avons pas un rapport de force suffisant pour sécuriser cette zone qui est extrêmement dangereuse. Qu'est-ce que je retiens de cela? Nous ne ramenons les populations que dans la mesure où nous pouvons les protéger. C'est ça qui s'est passé à Difa, parce que nous avons créé un rapport de force militaire qui nous permet de le faire. Mais dans la zone de Inates, le rapport de force
n'est pas encore favorable pour que nous ramenions les populations. Nous avons des populations déplacées aussi dans la commune de Diagourou à Terra, des populations dans les communes de Torodi et de Makolondi, qui ne sont pas très nombreuses, malheureusement, mais c'est une zone dont la forme de prévalence du terrorisme est telle que nous ne sommes pas en mesure, là également, d'assurer la sécurité dans tous les villages. Et nous avons accepté par conséquent que pour le moment, ces populations restent sur les sites où elles se sont installées par la force. Voilà notre philosophie en la matière. Toujours relativement aux questions sécuritaires, vos propos ont été plus ou moins mal interprétés par un pays voisin, le Mali, pour ne pas le citer. Oui, merci Monsieur le Président. Justement, par rapport à ces propos, on sait que vos propos, comme il vient de le dire, ont été très mal compris ou interprétés. Est-ce qu'il y a une clarification à faire à ce sujet? Je n'ai pas beaucoup de clarification à faire. Je relatais ce qui s'est passé. Je disais qu'il y a eu 2 coups d'État et il y a quand même une coïncidence pour le moins troublante entre les difficultés de l'armée sur le front de la guerre et le coup d'État. Et j'ai établi une relation de cause à effet. Mon idée à moi, c'est que les militaires ont vocation à défendre leur patrie. Au demeurant, si je me le suis permis, je le fais avec la conscience qui est la mienne d'être un grand ami du Mali, parce que le Mali, pour nous, ce n'est pas un autre pays de l'Afrique, ce n'est pas un pays de l'Afrique australe, ni même de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Est, c'est notre voisin, ce sont nos frères. Lorsque le Mali a été agressé et qu'il y a eu une tentative de certains de ses citoyens de faire une sécession, j'étais ministre des Affaires étrangères, je ne pense pas qu'il y ait eu de personnes qui aient été aussi opposées par leur déclaration que le président Issoufou Mahamadou et moi, lui, président de la République du Niger, moi, ministre des Affaires étrangères du Niger. Il n'y a eu personne qui s'est battu contre cette tentative, avec tout ce que cela comporte comme risque pour nous. Mais nous avons eu le courage de ne pas accepter cela. Nous avons parlé plus fort que quiconque. Qu'on nous dise qui a parlé autant que nous. C'est la preuve de notre attachement au Mali et à son unité. Le jour où Ghislain Dupont a été tué à Kidal, enlevé et tué à Kidal, j'ai fait une déclaration dans laquelle je critiquais la politique française menée par Serval en disant qu'elle n'avait pas tout à fait accompli son travail. J'étais ministre des Affaires étrangères. Je ne me suis pas encombré de gants diplomatiques pour dire cela. Je n'ai pas mis de filtre dans mon propos en parlant d'un pays important comme la France, en le critiquant ouvertement, pas à demi-mot, ce qui m'avait valu l'appréciation et l'estime des Maliens qui me l'ont témoigné jusqu'ici, très nombreux. Et je l'ai fait parce que c'est le Mali. Je peux vous dire que si le phénomène s'était passé en Namibie, au Botswana ou ailleurs, très loin du Niger, je n'aurais pas eu le même comportement. Je parle avec la même conscience, la même conviction et la même estime et la même tendresse pour le Mali, pas pour des hommes. Au demeurant, je vais faire remarquer à ceux qui sont en train de me brocarder que lorsqu'il y a eu le coup d'État militaire du colonel Barré en 1996, ici, le Mali était le pays dont les autorités se sont le plus élevées contre ce coup d'État. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Dioncounda Traoré, moi j'étais ministre sous la cohabitation et quand le colonel Barré avait fait son coup d'État, il m'avait reconduit dans ma fonction, dont je démissionnerai, vous vous souvenez, 3 mois plus tard. Le ministre Dioncounda, à la réunion ministérielle de l'OIF qui s'est tenue au mois de février de cette année-là, 97, représentait son pays à Bordeaux. Il avait exigé que je sois chassé de cette rencontre. Il a fallu que je le négocie et que Mme Madji Sudre, qui était la ministre française, qui présidait cette rencontre, le négocie pour qu'il me laisse parler, pour que l'Assemblée m'écoute et qu'elle sache les raisons pour lesquelles il y a eu ce coup d'État et comprendre les perspectives du Niger. Il avait difficilement accepté cela. J'ai pu parler et on m'a dit « vous avez eu raison ». À la limite d'avoir accepté d'être au gouvernement de quelqu'un qui venait de faire un coup d'État. Ce n'est pas un autre pays qui a fait ça sur le Mali. Ce n'est pas parce que
le ministre des Affaires étrangères du Mali n'aimait pas le Niger. C'est parce qu'il l'aimait, au contraire. Par la suite, le colonel Barré va devenir un grand ami du président Konaré. Et lorsqu'il a été victime de coup d'État, et que le premier ministre Ibrahim Mayaki, le premier ministre du gouvernement de Wanké, qui a remplacé le général Barré, était allé à Sirte, au sommet de l'Organisation de l'Union africaine, le président Omar Konaré a exigé qu'on chasse la délégation du Niger de la salle de la rencontre, là, pour que lui, il entre ce qui lui avait été fait. Je ne pense pas qu'il avait exprimé en cela un sentiment contre le Niger. En tout cas, nous n'avons pas convoqué l'ambassadeur du Mali ce jour-là pour lui faire des remontrances et nous n'avons pas fait de communiqué à toutes ces deux occasions-là. Parce que nous considérons que c'est un gouvernement qui se réfère à des valeurs, qui pense exprimer un point de vue nécessaire. Je n'ai pas fait plus que cela. Et je sais que les Maliens sont d'accord avec moi. Moi, quand je porte un jugement sur ce qui se passe au Mali, je le porte indépendamment des individus, je le porte au nom de mes convictions d'abord et au nom de la fraternité, de l'amitié, de l'affection que j'ai pour le Mali. Et je veux que le Mali sorte des difficultés dans lesquelles il est aujourd'hui. J'étais prêt à l'aider et je l'ai fait. Beaucoup d'entre eux me disent, vous avez été notre ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Finances, la première fois que je suis allé au Mali, après l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta, le ministre Hugo Diarra, à l'aéroport, il m'a salué, il m'a dit, le trésor du Mali est à votre disposition. C'est la seule façon pour nous de vous témoigner notre reconnaissance. Je suis le même. Je n'ai pas changé vis-à-vis du Mali. Je ne changerai jamais vis-à-vis du Mali. J'ai défendu le Mali. Je le défendrai encore, indépendamment de savoir qui est au pouvoir et comment il a fait pour venir au pouvoir. C'est cela qui doit être retenu. Parce que le Mali est un pays voisin, comme le Burkina, comme le Tchad, comme ces pays avec lesquels nous avons un même destin. Et lorsqu'ils ont des problèmes, ça se répercute sur nous. Nous nous permettons, malgré les exigences de la diplomatie, en tout cas le tempérament qui est le mien me le permet, je suis comme ça, malheureusement, de dire un certain nombre de choses. Parce que je pense qu'il est nécessaire de le faire entre frères. Qui aime bien, châtie bien. Oui, Monsieur le Président de la République, nous allons revenir à l'actualité chez nous. On sait que l'éducation fait partie de vos priorités. Et dans ce cadre, vous avez envisagé la réouverture des internats pour les jeunes filles. Alors, est-ce que ces internats seront-ils opérationnels dès la prochaine rentrée académique? Oui, très certainement, grâce à Dieu, nous allons déjà commencer. Nous avons déjà construit 2 internats qui sont achevés, finis. L'un est à Kélé, dans le département de Gouré, l'autre est à Moujia, dans le département de Ilela. Nous avons un qui est en chantier en ce moment, dans le département de Torodi, et un autre qui est en chantier dans le département de Dosso, dans un département de la région de Dosso. Nous allons en construire d'autres d'ici la rentrée prochaine. Nous aurons au moins un internat de jeunes filles pour chaque région. Ça, c'est le démarrage. Et je pense que d'ici la fin de l'année 2022, nous aurons à peu près 100 internats sur l'ensemble du pays. En dehors de l'insécurité, il y a cette question de la pandémie de la Covid-19, en tout cas qui a un effet très néfaste sur nos économies. Le Niger fait des efforts, les autorités font beaucoup pour atténuer cette pandémie. Mais malheureusement, Monsieur le Président, beaucoup de Nigériens sont réticents au vaccin. Quelle attitude à adopter par les autorités surtout? J'ai donné des instructions à l'occasion de toutes les réunions des conseils des ministres de faire en sorte que le maximum des Nigériens soient vaccinés. Si les gens sont réfractaires au vaccin, c'est parce que principalement cette maladie n'a pas prévalu de façon que, du fait du nombre des personnes en proie à la morbidité ou du nombre de personnes mortes suite à cette maladie, ils comprennent que ces personnes comprennent que c'est une maladie dangereuse
contre laquelle il faut se prémunir. Nous n'allons pas souhaiter plus de morbidité qu'il y en a, pas davantage de mortalité, bien sûr. Et donc, par conséquent, la seule façon de pallier les difficultés auxquelles nous faisons face, c'est de continuer la sensibilisation, mais d'être très offensif dans la mise en place du dispositif nécessaire pour la vaccination. J'ai dit de commencer par l'administration des ministères. J'ai exigé de tous les ministres qu'ils se fassent vacciner, déjà, premièrement. J'ai exigé de tous les ministres qu'ils organisent les vaccinations dans leur département ministériel. Que dans toute l'administration, nous donnions l'exemple. Que les chefs traditionnels, les leaders religieux, que tous ceux qui peuvent concourir à faire en sorte que les populations soient éveillées à cette question et en comprennent les dangers, qu'elle soit mise à contribution afin que ce travail-là soit fait. Nous n'avons pas beaucoup de ressources de nature à nous permettre de faire en sorte que nous puissions aller dans tous les villages immédiatement, parce que c'est quelque chose qui n'était pas budgétisé, tout simplement. Mais nous avons beaucoup de vaccins qui sont disponibles et j'ai dit au ministre de la Santé d'utiliser les vaccins dans les centres urbains où nous n'avons pas besoin de beaucoup de carburant, de véhicules à mobiliser pour faire des longs déplacements onéreux. Donc nous sommes en train de mettre en œuvre une politique rationnelle de ce genre-là. Et je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour dire à mes compatriotes qu'il est urgent qu'ils se vaccinent, parce que lorsqu'on est vacciné, même si on contracte la maladie, elle aura un comportement totalement différent que lorsqu'on n'est pas vacciné. Et vraiment, je souhaite que nos compatriotes comprennent que c'est une maladie extrêmement dangereuse et ces images qu'ils voient à la télévision, à partir des reportages faits dans d'autres pays, ne relèvent pas de la fiction, mais relèvent de la réalité. Grâce à Dieu, à l'occasion de 2 vagues, nous n'avons pas eu beaucoup de cas, ni de morbidité, ni de mortalité. Nous sommes toujours à 295 morts, mais le variant Delta, qui est aujourd'hui le plus répandu, est un variant qui pourrait avoir un autre comportement dans notre pays. Et si nous vivons une situation comme celle à laquelle ont été confrontés des pays puissants, mais qui ont été totalement pris de court, la situation va être très difficile pour nous. Nous ne le souhaitons pas, mais pour prévenir cela, nous avons les vaccins aujourd'hui. C'est ça la chance que nous avons, que cette maladie viendrait peut-être en retard ici. Prenons donc les devants et prévenons-la. Notre population est assez jeune. Beaucoup de jeunes attendent d'ailleurs d'avoir le premier emploi. Durant ces 100 premiers jours, qu'est-ce qui a été amorcé par vous et votre gouvernement dans le cadre du recrutement des jeunes? Vous savez, le recrutement des jeunes, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Ça ne procède pas que de la volonté de ceux qui sont au pouvoir. Si je vous disais que nous avons pu recruter tant de jeunes, je vous aurais suggéré que nous avons pu être des magiciens. Or, il n'y a pas de baguette magique en la matière. Il faut promouvoir la bonne gouvernance, promouvoir des politiques qui reposent sur une rationalité positive pour faire en sorte que les conditions d'une certaine croissance à même de générer des occasions d'emploi soient mises en œuvre. Et donc, vous vous souvenez que l'un des grands défis auxquels j'ai dit nous sommes confrontés, c'est celui de la gouvernance. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de toute la politique, de l'amélioration de notre gouvernance, que nous attendrons les fruits en termes justement d'emploi, de création d'emplois. C'est le fait de repenser notre système éducatif, notre système de formation professionnelle, qui va nous donner l'occasion de la mise en œuvre des politiques qui vont déboucher sur des perspectives de création d'emplois pour les jeunes. C'est l'amélioration de nos recettes. C'est la qualité des dépenses, des deniers publics. C'est autant de choses qui sont à mesure
progressivement de créer un climat économique différent et qui va générer justement les opportunités d'emploi pour les jeunes. Monsieur le Président de la République, vous avez récemment rencontré les centrales syndicales. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de là, il s'est instauré un climat apaisé entre le pouvoir et les travailleurs? Nous, notre régime a toujours entretenu de relations, de dialogue avec les centrales syndicales. Parce que n'oubliez pas que lorsque, en 2009, nous avons démarché les centrales syndicales pour leur demander d'être à nos côtés dans le combat que nous menions pour la restauration de la démocratie, elles étaient venues avec nous et nous avons créé même un cadre de lutte commun. C'est ça qui explique qu'au lendemain de l'arrivée du président Issoufou au pouvoir, nous avons discuté avec les centrales syndicales et nous avons concédé les plus grandes conquêtes jamais réalisées par le mouvement syndical en termes d'amélioration des conditions des travailleurs. Ça s'est traduit par une réforme du régime des indemnités, de toutes les revendications qui ont été à l'époque portées par les travailleurs. Il n'y en avait pas eu une seule sur laquelle nous n'ayons donné satisfaction, que ce soit le régime des indemnités, que ce soit le régime des primes, que ce soit la valeur indiciaire. Sur toutes ces questions-là, nous avons eu des discussions et lorsque nous avons fait l'évaluation, nous avons donné des indemnités nouvelles qui n'existaient pas. Nous les avons totalement démocratisées dans tous les secteurs. Avant, il y avait quelques secteurs seulement qui étaient concernés par certaines primes et par certaines indemnités. Nous en avons élargi l'assiette à tous les travailleurs. Et je me souviens que nous avons pu évaluer qu'un fonctionnaire cadre A1 a pu, par mois, avoir une bonification d'au moins 100 000 francs sur ces traitements. Ce climat de dialogue, nous avons continué à l'entretenir avec les centrales syndicales. Moi, comme ancien syndicaliste, j'ai été pour beaucoup dans cette relation de qualité entre notre régime et les centrales syndicales. Nous avons fait preuve de notre reconnaissance à leur égard. Nous avons entretenu un dialogue très fructueux. Il y a eu quelques syndicats à la base qui n'étaient pas dans cette logique de consensus qui a prévalu entre nous et les centrales. Et maintenant que je suis président de la République, j'ai décidé d'entretenir le même climat en donnant tous les gages de notre bonne volonté. Et je l'ai élargi même aux syndicats qui avaient eu quelques défiances à notre égard, parce que ma conviction est que dans le contexte de notre pays, au regard des défis auxquels il est confronté, notamment en matière sécuritaire, il est indispensable que nous entretenions les meilleures relations avec toutes les forces vives et les syndicats notamment par conséquent. Monsieur le Président de la République, vous avez reçu récemment les responsables du Haut Commissariat au barrage de Kandaji. Monsieur le Président, on est tenté de dire encore une rencontre sur ce barrage qui prend des allures d'un mirage. Est-ce que concrètement, vous pouvez avancer, pas un délai, mais quand est-ce que ce barrage pourra-t-il être concrétisé? Mais non, l'ouvrage, il est en chantier. L'ouvrage de génie civil, il est en construction. Cette construction a été relativement affectée par les mesures qui ont été prises par les différents acteurs qui interviennent, la société qui construit, le bureau d'études. Tous ont pris des mesures, malheureusement très classiques, qui ont été prises par toutes les sociétés dans ces circonstances, ont arrêté le travail, mais tout a repris. Donc le travail se poursuit normalement et les échéances seront, Inch'Allah, respectées. Il y a un seul problème, c'est celui du déplacement des populations qui était contenu dans le cahier des charges et qui relevait
de la responsabilité de l'État. Nous avons évalué les coûts à 35 milliards pour réaliser le déplacement de toutes ces populations sur les sites nouveaux qui avaient déjà été identifiés. Nous sommes à la recherche de ces fonds et la dernière fois que le vice-président de la Banque mondiale était ici à Niamey, je discutais avec lui pour lui demander de nous aider à travers un prêt ou une subvention pour que ce fonds-là soit mis à notre disposition et que nous puissions exécuter notre part de responsabilité en attendant que justement l'ouvrage se termine et qu'il commence à fonctionner. Vous savez, c'est un projet qui comporte la construction d'un ouvrage qui est le barrage lui-même. Après, ça va être à peu près 45 000 hectares qui vont être irrigués. Il y aura de l'eau qui va envahir toutes les zones d'habitation actuelles. C'est ça qui explique le déplacement des populations. Et puis après, il y aura de l'électricité qui sera produite, qui sera transportée et qui sera transportée sur la ville de Niamey et qui sera connectée au réseau national de notre système électrique. Donc, toutes ces phases-là sont identifiées. Tous les partenaires qui doivent intervenir dans chacun des segments de ce projet ont libéré les fonds nécessaires à cet effet. L'agenda est respecté. Donc, si tout va bien, parce que c'est une zone qui est très affectée malheureusement par l'insécurité, mais nous avons pris des mesures draconiennes pour assurer la sécurité. Jusqu'ici, vous n'avez jamais rien entendu sur le site de la construction de cet ouvrage-là. Nous allons continuer cet effort et si tout va bien, ainsi que nous l'espérons, nous serons dans les délais tels qu'ils ont été redéfinis après toutes les difficultés auxquelles ce projet avait été confronté par le passé. Et donc vers l'année 2025, nous serons en possession de notre barrage, plaise à Dieu. Ces 100 premiers jours, on a vu que vous avez posé des actes assez concrets dans le cadre de la lutte contre la corruption, de l'assainissement des finances publiques. Vous avez, par exemple, associé la Halcia dans des opérations de recouvrement avec la DGI. Vous avez vous-même demandé une inspection générale d'État. Mais malgré tout, on a l'impression que certains de nos concitoyens estiment que jusqu'à présent, vous ne parlez plutôt que vous n'agissez. Oui, je sais, mais moi je sais que c'est une matière sur laquelle les choses sont très difficiles. Et le plus grand risque auquel je pourrais être exposé, c'est de me réduire à de l'incantation. J'ai conscience que ça peut être ça ma situation, ça peut être, et c'est parce que justement j'ai conscience que c'est ça qui peut m'arriver et que je ne suis pas prêt à ce que cela m'arrive, que je vais être très efficace dans mon action et vous le verrez. Je prendrai des mesures, on en verra le résultat. Donc voilà, je sais que c'est un combat qui est extrêmement difficile. En 100 jours, là également, je n'ai pas de baguette magique pour que j'ai tous les résultats auxquels les Nigériens aspirent, mais ma volonté est très farouche et je vais créer les instruments au moyen desquels je vais être efficace et j'aurai plus de résultats que j'en ai eu jusqu'à présent, même si je suis convaincu que si on veut être honnête, on peut, sur ces 100 jours, déjà voir quelques signaux à partir desquels on peut faire un petit pari. Est-ce que vous avez déjà reçu le rapport? Non, je n'ai pas. On a le rapport de la Cour des comptes, on a le rapport, j'ai beaucoup de rapports de l'inspection générale d'État. J'ai envoyé une inspection au Trésor relativement aux fonds qui ont été sortis par un agent du service de transport de la présidence de la République. J'ai reçu les conclusions de cette inspection. Il s'avère qu'il a détourné une somme de 8 milliards de francs CFA. J'ai remis le dossier au ministre de la Justice en l'instruisant de saisir le procureur pour qu'un juge soit nommé et que la justice fasse son travail.
sans aucune forme d'entrave, Inch'Allah. Oui, vous venez de dire vous n'avez pas de baguette magique, mais en 100 jours, Monsieur le Président, vous avez imprimé un nouveau style de gouvernance, toutefois apprécié, il faut le dire, par beaucoup de Nigériens. Vous avez passé 3 nuits au front avec les militaires au niveau de la région de Difa. Vous avez diminué la taille du gouvernement, vous avez allégé quand même le dispositif de sécurité lors de vos déplacements. Toutes choses qui sont vraiment appréciées par les Nigériens. Est-ce que cela va se poursuivre? Nous sommes seulement à 100 jours sur les 5 ans, donc les 1825 jours. Est-ce que les 1725 jours, on va atteindre ce même style que les Nigériens apprécient de vous? Écoutez, on dit que le style c'est l'homme. Vous avez vu que je suis incapable de changer quand il s'agit de dire certaines choses, même sur le plan international. En fait, j'ai pris un peu de recul. Moi, je suis d'une certaine génération. C'est vrai, je suis désormais plutôt vieux, mais je suis relativement jeune par rapport à un régime comme celui de la Première République, Deuxième République, jusqu'à la Septième République. Donc, je peux prendre un recul pour savoir des choses qui ne doivent plus avoir cours, et je m'en suis débarrassé très facilement. Et en cela, j'ai été tout à fait comme les Nigériens l'attendaient et l'espéraient. Donc, c'est tant mieux pour moi. Ça a été, me semble-t-il, assez bénéfique, ce dont je me réjouis. Donc, pourquoi vous voulez que je change? N'oubliez pas que moi, j'ai été ministre pendant 10 ans. Donc, j'ai pu faire une certaine évaluation aussi critique de notre politique. Et je savais les choses qu'on peut changer. Lorsqu'il ne dépend que de soi de changer les choses, il n'y a pas un effort financier, on n'a pas besoin de ressources qui n'existeraient pas, on ne crée aucune difficulté à qui que ce soit en le faisant, mais on le fait tout simplement. C'est ça ma philosophie. Donc, je ferai tout ce qui me paraîtra positif et qui n'a pas de coût, qui n'a aucune forme de coût en tout cas, ni de coût financier, ni de coût sur le plan moral, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de questions sur lesquelles, évidemment, j'aurais voulu légiférer pour changer les choses, pour les rendre conformes à mes convictions, mais je n'oserais pas parce qu'elles peuvent buter à des difficultés sociétales. Et donc, par conséquent, on ne les fait pas. Mais tant qu'on fait des choses qui sont appréciées par la communauté, il faut les faire et c'est pas difficile. Donc, n'ayez aucune crainte. Ça n'a pas de sens que vous puissiez penser que ce sont des choses sur lesquelles je pourrais changer. Monsieur le Président de la République, plusieurs dizaines de formations politiques vous ont soutenu, pour certaines, dès le premier tour. Quels sont vos rapports avec ces différents partis et même ceux de l'opposition, d'autant que ça et là on entend dire le président nous l'avons soutenu, nous l'avons accompagné, mais jusqu'ici nous n'avons pas le retour d'ascenseur. Oui, vous savez, malheureusement, c'est toujours difficile de gérer des coalitions aussi grandes que celle qui m'a porté au pouvoir. Après tout, je n'ai que 100 jours, je ne voudrais être ingrat vis-à-vis de personne. Je n'oublierai pour ainsi dire personne, mais je ne ferai pas aussi tout ce que peuvent vouloir mes alliés, ni que tout ce que peuvent vouloir les militants de mon parti. Ce sont des questions très difficiles, mais j'aurai toujours cette éthique d'être reconnaissant vis-à-vis des gens et de leur témoigner ma reconnaissance à travers des choses que je pourrais faire et qui ne contreviennent pas à la morale, qui ne contreviennent pas aux exigences de la bonne gouvernance. Je suis écartelé entre ces deux exigences-là. Ne pas être ingrat, mais en même temps ne pas être complaisant. Et je vais trouver le juste milieu. J'ai 5 années pour cela, Inch'Allah. Et donc, voilà, je suis sûr qu'à un moment donné, tout le monde se dira que bon, on a pu faire ce qu'on peut, mais il y a des choses que je ne ferai pas. C'est très clair, parce que ça peut contredire mes propres valeurs, mes convictions, mon éthique. Non, là, je ne transigerai pas, vraiment.
J'ai beaucoup de gens, parfois, tout président de la République que je suis, qui me demande, on a un fils qui a fait un concours, même quand j'étais ministre, j'étais démarché. J'ai dit que si moi je fais ça, ça veut dire que je ne suis plus moi-même. Et je n'aurai pas de raison de prétendre diriger les hommes. Lorsque vous avez la chance d'être le seul que 20 millions de Nigériens ont choisi, vous devez être neutre, vous devez être objectif, vous devez traiter ces gens-là en ayant peur de Dieu. Je l'ai dit dans mon discours d'investiture. Donc voilà, j'aurai toujours cette peur de Dieu et j'aurai toujours à cœur de ne pas décevoir les gens qui m'ont aidé, même parce qu'ils attendent un certain retour d'ascenseur. Voilà, je ne sais pas si c'est des escaliers ou un ascenseur, mais on va trouver quelques moyens pour faire en sorte que ces personnes-là se déplacent. Vous avez rencontré les différentes couches sociales. Est-ce qu'une rencontre est prévue, par exemple, avec les partis politiques de l'opposition? Je disais hier à quelqu'un, les partis politiques se sont à mon égard autoconfinés. À partir du moment où ils ont dit qu'ils ne me reconnaissent pas comme président de la République, ils m'ont facilité la tâche. Donc, je ne me sens aucun devoir à leur égard. En tout cas, mais vous avez vu, j'ai rencontré tout le monde. Ce n'est pas nécessaire que je les rencontre. L'essentiel, c'est que moi, je gouverne de façon à créer les conditions de l'expression de tous les droits et la jouissance de tous les droits pour tous les citoyens et même pour les hommes politiques par conséquent, et même pour les hommes politiques de l'opposition, parmi lesquels je compte des personnes que je connais très bien, qui sont peut-être même des amis. En tout cas, moi, je les percevais comme ça, jusqu'à ce que je les ai entendus dire des choses horribles contre moi, mais je suis ainsi fait que je pardonne, et donc je pardonnais à tout le monde. Il y a une chanson par d'une troupe Al-Bishir qui dit Gadodo, Bazoum, Dodo. On doit avoir peur du président Mohamed Bazoum? Non, on m'a expliqué le terme, parce que pour moi, Dodo en Hausa c'est dragon. On m'a dit que non, ça veut dire héros. Voilà, donc c'est un terme qui est polysémique, qui a au moins deux sens. Il peut dire dragon, il peut dire héros. Et Badoché Naroua, qui est le compositeur de l'équipe de la troupe Al-Bishir, m'a expliqué qu'il est mis ici dans son acception qui veut dire héros plutôt que dragon. Excellence, Monsieur le Président de la République, on l'a vu, le président Issoufou Mahamadou a passé 10 ans à la tête du pays. Vous êtes à vos 100e jour et déjà, on commence à faire des comparaisons. Selon vous, est-ce que ces comparaisons sied ou pas? On ne peut pas faire de comparaison, en tout cas au sens où certains entreprennent de les faire. Ça n'a pas de sens. Le président Issoufou m'a choisi, moi, comme candidat, et ce qu'il a dit à tous ce qu'il a rencontrés pour leur expliquer pourquoi il me soutient, c'est qu'il leur a dit deux choses. Que j'ai deux qualités. Que je suis quelqu'un de loyal et je suis quelqu'un d'intègre. Loyal, c'est loyal d'abord vis-à-vis du Niger. Loyal vis-à-vis des hommes, mais loyal vis-à-vis du Niger globalement, le peuple du Niger. Le peuple du Niger, ce sont ceux qui sont vivants aujourd'hui, mais dans une certaine façon, ce sont les générations futures. Et je suis intègre. C'est parce qu'il sait que j'aurai le souci de bien gérer l'État et les biens publics qu'il a voulu que je sois la personne qui le remplace. Et tout ce que je fais, je le fais dans le prolongement de notre engagement commun avec le président Issoufou, que je n'ai rencontré que dans le cadre du PNDS. Ce projet, nous l'avons porté tous ensemble, lui à notre tête, nous tous à ses côtés. Et vous avez suivi toutes les péripéties par lesquelles nous sommes passés. Nous ne nous sommes jamais séparés. Il n'y a pas un autre parti sur la scène nationale qui a eu ce comportement-là. Et la raison majeure de ce comportement, c'est le leadership du président Issoufou. La façon dont il nous a traités, j'ai eu beaucoup d'occasions de le dire. La loyauté qu'il a eue vis-à-vis de nous.
que nous lui avons rendu par notre loyauté indéfectible, qui a consisté à le soutenir dans tous les combats que nous avons entrepris, dans toutes les épreuves auxquelles nous avons été confrontés. Ce projet, je le continue avec mon style, avec ma personnalité, parce que mon style à moi et ma personnalité sont différents du style et de la personnalité du président Issoufou, tout comme physiquement, nous avons des dissemblances. Le style, c'est ce niveau-là, totalement superficiel, mais le fond qui m'unit au président Issoufou et qui explique notre amitié et notre relation politique, ce fond-là, nous l'avons en partage de la même façon. C'est pourquoi j'ai dit que je vais corriger toutes les insuffisances que j'ai pu noter dans notre gouvernance pendant 10 ans, que j'assume pleinement. Est-ce qu'on m'a jamais vu, moi, ou entendu dire des choses sur notre gouvernance pour m'en désolidariser, pour la critiquer? Non. J'ai assumé tout ce que nous avons fait avec le président Issoufou parce que je trouvais que c'était bien. Mais en même temps, je savais qu'il y avait des lacunes. J'ai la chance d'être président. Aujourd'hui, tout ce que je pense être des lacunes, je vais les corriger. Mais sur fond d'une éthique qui est la même, qui explique justement la relation très forte qui m'a uni, qui m'a lié au président Issoufou. Monsieur le Président de la République, avec nos vœux de succès pour ce mandat et peut-être pour le prochain. En tout cas, nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Pour ce mandat, c'est un grand challenge. Moi, si vous voulez faire une prière pour moi, faites la prière que je sois en bonne santé et que je réussisse ce mandat qui me lie au peuple du Niger. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci.